Monsieur le Président de la République, j'ai le redoutable honneur d'animer cette table ronde que vous avez bien voulu présider, accompagné de vos ministres. Je voudrais vous dire la reconnaissance de tous ceux qui s'intéressent à la protection du littoral et de la mer pour votre venue ici en terre de Bretagne, en terre finistérienne, qui apporte beaucoup à la protection de la nature. J'ai en tête, comme président du Conservatoire du littoral, que 2 de mes prédécesseurs, dans les 8 présidents du Conservatoire depuis que cet établissement public existe, sont des élus du Finistère. Je pense en particulier à Louis Le Pinsec et à Ambroise Guélec, qui ont tous les deux été présidents du Conservatoire avant moi. Ils ont apporté l'un et l'autre, chacun avec leur engagement, une contribution importante à l'éclosion du Conservatoire à un moment où celui-ci n'avait pas encore la réputation qu'il a aujourd'hui. Et je pense que c'est justice de le dire ici, sur cette terre où la nature est rude mais si belle. Vous avez été gâté par les éléments parce qu'on nous prévoyait peut-être une météo un peu compliquée. Cette météo finalement a été aussi belle qu'elle est en Bretagne, c'est-à-dire avec toutes ses nuances, toute sa vigueur. Et on a pu voir vraiment des choses extraordinaires et vraiment du fond du cœur, au nom de tous ceux qui sont dans la salle, même s'ils ne m'ont pas mandaté pour le faire, je vous remercie de votre visite ici. Alors, la tonalité qui est la mienne quand je pense à l'animation de cette table ronde, c'est qu'il y a 2 mots qui sont fondamentaux s'agissant de la protection. Il y a la préservation et il y a le développement. Et c'est sur l'indissociabilité des deux qu'il nous faut réfléchir aujourd'hui. Préserver, on sait bien que c'est essentiel. Mais si on préserve, qu'on protège, qu'on sanctuarise, alors les hommes ne peuvent plus vivre. Mais développer à l'autre bout de la chaîne, si on développe de façon inconsidérée, comme on a eu trop souvent tendance à le faire, sans réfléchir aux générations qui viennent, sans réfléchir aux conséquences que l'on faisait en développant, alors on met en péril, non pas la Terre, mais on met en péril l'homme qui vit sur la Terre. Parce qu'au fond de toutes nos politiques, c'est bien l'homme qui est au cœur des dispositifs. On ne préserve pas la nature pour la nature, on préserve la nature parce que l'homme est au cœur de cette nature. On veut développer l'économie et la société parce que l'homme est au cœur de ce développement économique. Et c'est bien le fondement de la politique de développement durable qui est dans cette optique. Alors aujourd'hui, cette table ronde, elle a trois moments forts. Un, plus particulièrement sur la préservation, que j'animerai avec Isabelle Autissier, ma voisine. Isabelle Autissier, qui est navigatrice très connue, mais qui est ici comme présidente du WWF, qui est une association précisément de protection, très engagée sur le problème de la nature. Et puis, il y aura une deuxième table ronde, une deuxième phase, une deuxième séquence de la table ronde qui sera consacrée aux usages, aux conflits d'usage, aux problématiques que l'on rencontre sur le littoral. C'est Yvon Bonneau, qui est caché derrière Isabelle, qui est président de l'Association nationale des élus du littoral et maire de Perros-Guirec, qui l'animera avec monsieur Jacques Jaouen, qui est président de la Chambre régionale d'agriculture et de la Chambre du Finistère. Et puis la dernière séquence, ce sont Hervé Moulinier et Jean-François Garec, qui les animeront. Hervé Moulinier est président du pôle mer Bretagne, donc il est au cœur de l'avenir qui vous est cher, Monsieur le Président, des emplois d'avenir. Et Jean-François Garec, qui est un acteur économique connu en Bretagne et en plus engagé institutionnellement comme premier vice-président de la Chambre de la région Bretagne et président de la CCI territoriale de Cornouailles. Voilà, si vous le voulez bien, les trois séquences qui vont nous permettre d'animer cette table ronde. Est-ce qu'à ce stade, vous souhaitez dire un mot, Monsieur le Président ? Bon, je veux d'abord remercier tous ceux qui sont venus ici. Moi, j'aime beaucoup ce principe des tables rondes et je considère comme une opportunité pour moi, en tant que président de la République, ces 2 visites de terrain que je mène chaque semaine pour parler de sujets qui sont, à mes yeux, des sujets cruciaux pour l'avenir de notre pays.
et qui ne sont pas dans l'actualité. Mais si je ne devais parler que de l'actualité, je ne parlerais que de la superficialité. Car plus j'observe l'actualité, moins je la vois branchée sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Alors, ici, parler de la mer, parler du littoral, c'est parler de notre avenir. Et votre présence nombreuse montre combien c'est important. Si nous avons voulu un Grenelle de la mer, c'est parce que nous étions, le mot n'est pas trop fort, révoltés. Révoltés contre l'oubli et l'abandon par la France de sa vocation et de sa puissance maritime. On était tous responsables de cet oubli et de cet abandon. Il fallait relancer une grande politique maritime, parce que Isabelle Autissier le sait mieux que moi, en remerciant de sa présence, la France a une vocation maritime, mais il ne suffit pas de le dire, il suffit d'en tirer les conséquences. Alors, le problème de la politique maritime que nous menons avec Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle est multiforme et multisite. Il a d'abord fallu remettre à l'endroit les ports. Parce que, écoutez, il y a la Manche, il y a l'Atlantique, il y a la Méditerranée, mais nos ports ne cessaient de perdre des parts de marché alors que le trafic des conteneurs ne cessait d'augmenter. Il faut savoir que le premier port de France pour les marchandises, c'est Anvers. Parce que nous avions fini par décourager les armateurs de livrer les conteneurs dans nos ports. Tout ça parce qu'on ne voulait pas faire de peine à quelques dizaines de personnes qui s'étaient arrogées un droit de monopole sur les ports, qui ne demandaient qu'à vivre. Oui, mais enfin, bon. Je sais qu'on est en Bretagne, mais essayons d'arrondir les angles, surtout qu'on a fait. Bon. Ça a été un rude combat. Je dois dire d'ailleurs que c'est un long processus, mais la vocation maritime de la France, si on n'a pas de port, ça n'a pas de sens. Alors, Nathalie dirait à juste titre qu'une fois qu'on a réussi à faire revenir les conteneurs sur nos ports, il faudra prévoir des plateformes modales parce que pour que le port ne soit pas un cul-de-sac. Je veux dire, à partir du port, il faut des trains, il faut des infrastructures pour transporter. Donc, je ne vais pas en parler, mais je veux vous le dire, ça, parce que, même si ce n'est pas le sujet de notre table ronde, c'est un point essentiel de la politique maritime que nous avons décidé d'engager. Jérôme Bignon préside deux organismes essentiels, le Conservatoire du littoral et l'Agence des aires marines protégées. C'est une très grande affaire parce que nous mettons en place un programme unique au monde. Vous m'entendez? Unique au monde. Notre objectif, c'est la protection de 10% des eaux sous souveraineté française. Cet objectif est déjà atteint. Mais nous voulons continuer avec 20% d'aires marines protégées à l'horizon 2020. Il faut bien que je m'explique là-dessus. On a un patrimoine que la nature, le destin, l'histoire nous a donné. La seule façon pour nous d'être fidèles à ceux qui nous ont précédés, c'est de préserver ce patrimoine. C'est de le protéger, voire même de l'enrichir. Mais la question qu'il faut comprendre, c'est que nous ne voulons pas une mise sous cloche. Je veux vraiment faire comprendre ça. Pour nous, la protection, ça ne veut pas dire l'interdiction de tout. La protection, c'est la mise en valeur. C'est l'interdiction de faire des choses qui détruiraient définitivement ce patrimoine. Mais ça ne veut pas dire que, dans la protection, ça ne veut pas dire qu'on empêche toute forme de vie.
Est-ce que je me fais bien comprendre là-dessus? Il y aura certainement des grands débats dans notre pays. Il y a ceux qui pensent qu'il faut de la décroissance pour protéger l'environnement. Moi, je pense qu'il faut une croissance durable. Parce que c'est bien beau de protéger l'environnement, mais si les gens n'ont pas de travail et pas de quoi nourrir leur famille, comment ils font? Et je pense que la protection sera d'autant plus acceptée par nos compatriotes qu'on fera comprendre que la protection, ce n'est pas l'interdiction de toute forme d'activité, c'est au contraire l'autorisation d'activités respectueuses de l'environnement. Si évidemment on dit aux gens, protéger l'environnement, c'est vous mettre dehors, bien sûr, je rappelle que l'homme fait partie de la nature, que la pêche, ça compte surtout dans un territoire comme le territoire breton, que l'agriculture, ça compte. Il ne faut pas en faire des ennemis de la nature. Il faut qu'on les amène tous, les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, à comprendre que sur ce territoire extraordinaire de la Bretagne, il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, il s'agit de protéger pour que vous puissiez laisser aux générations qui vont vous suivre le patrimoine que vous-même vous avez hérité. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons décidé la création de 6 parcs naturels marins d'ici 2012. 6 parcs, Isabelle, dont 3 sont quasiment engagés. Les 2 premiers parcs de la mer d'Iroise, celui de Mayotte, j'ai donné le coup d'envoi lorsque je me suis rendu en 2010, et dans quelques jours, le parc naturel marin du golfe du Lion, au large de la côte Vermeille, sera inauguré. Alors je sais qu'ici, ça a été un grand débat, je n'ignore pas, mais je pense qu'on a tous un travail de pédagogie à faire. Qu'est-ce que c'est que la protection? Protection, ça ne veut pas dire qu'interdiction. Vous voyez, c'est au contraire. On voit des activités revenir, justement, parce que l'on a protégé. Alors je dis à Jérôme Bignon, enfin, que nous allons continuer à donner les moyens au Conservatoire du littoral de poursuivre les objectifs ambitieux qui sont les siens, puisque le Conservatoire veut doubler les surfaces dont il est propriétaire. Aujourd'hui, le Conservatoire du littoral est propriétaire d'environ 12% du littoral. Et leur objectif, c'est de passer à 25% d'ici 2050. Mais vous qui aimez votre région et votre territoire, imaginez ce que ça serait devenu s'il n'y avait pas eu le Conservatoire du littoral et une action volontariste de l'État. Regardez dans certaines régions, je ne citerai pas, ce qui est devenu le bord de mer. Jamais vous n'auriez accepté. Parce que, encore une fois, ce bord de mer, c'est une richesse considérable pour la Bretagne. Alors, Jérôme Bignon, l'affectation du droit annuel de francisation des navires vient à terme des 5 années. Nous avons décidé que cette affectation demeurera au profit du Conservatoire au-delà de 2011. Parce qu'on ne peut pas dire que le Conservatoire doit poursuivre son action d'achat des terres pour protéger le littoral et pas lui donner les moyens. J'ajoute qu'on va demander au Conservatoire de valoriser notre patrimoine maritime en développant sa compétence de gestionnaire à propos des phares. Il y a 130 phares remarquables dans notre pays. On va en confier une 60aine à la gestion du Conservatoire du littoral, qu'il les valorise, qu'il les entretienne. Et pour cela, nous allons procéder au verdissement du droit annuel de francisation des navires. Après tout, que les navires les plus polluants, les plus bruyants payent un petit peu, de façon à ce que vous puissiez gérer les phares. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Vous comprenez bien que pour nous, c'est parce qu'on a conscience de la beauté de la France. Ce n'est pas possible qu'on laisse faire. Il faut réguler les forces du marché. Et pour réguler, il faut qu'il y ait des organismes publics qui puissent empêcher qu'il y ait des massacres. Ce qui ne veut pas dire
qu'on interdira toute activité. Parce qu'il faut qu'il y ait de la vie. S'il n'y a plus de vie dans un territoire, c'est le territoire qui meurt. Tout est dans cette question d'équilibre. C'est pour vous dire combien c'était important pour Bruno Le Maire, pour Nathalie Kosciusko-Morizet et pour moi de partager ce moment avec vous. Et maintenant, si vous le voulez bien, je répondrai avec plaisir aux questions que vous voudrez m'adresser. Je vais peut-être donner la parole à Isabelle Autissier pour qu'elle... Peut-être en un mot pour introduire Isabelle, qui n'a pas besoin d'être présentée davantage, mais dire qu'on avait, dans le Grenelle de la mer, formé une équipe tout à fait formidable sur un thème qui est celui d'aujourd'hui. Finalement, on avait anticipé votre visite. La réflexion qui nous avait été demandée était de travailler sur la délicate rencontre de la terre et de la mer. J'avoue qu'on a, avec une certaine complicité, travaillé pas mal d'heures et pas mal de soirées et de nuits pour rendre notre copie à l'heure sur des thèmes qui aujourd'hui sont repris par la politique du gouvernement, et on en est extrêmement heureux et fiers, même si tout ne va pas toujours comme on voudrait que ça aille, pas aussi vite, pas aussi fort, pas avec assez de moyens, mais voilà, on est, je crois que comme l'a dit un jour Nathalie dans une préface que j'avais lue d'elle, il y a une prise de conscience collective assez formidable qui s'est opérée avec ce Grenelle de la mer, et voilà, on est en train de la mettre en réalité. Alors, Isabelle, quelles sont tes questions Merci Jérôme, merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. 2 ou 3 petites remarques. Je crois qu'on ne peut être effectivement que extrêmement fier et satisfait de cet objectif de 20% d'aires marines protégées. Je crois que c'est une belle ambition pour notre pays. Vous l'avez souligné, qui va permettre aussi de mettre en valeur et de développer un certain nombre de territoires. Juste 2 petites remarques à ce sujet. Je crois qu'il y a très certainement, et je sais que les acteurs ont une très grande vigilance à avoir sur le fait de tirer les meilleures pratiques vers le haut. C'est très difficile de mettre en place des aires marines protégées. Il y a de longs débats, il y a de longues discussions. Et évidemment, il faut une vigilance forte pour que ce soit les meilleures pratiques qui l'emportent et que tous les acteurs partagent à travers une pédagogie ces meilleures pratiques. Il y a un deuxième point qui me paraît important, et là je rejoins un peu un autre cercle auquel je participe, qui est celui des terres australes et antarctiques françaises. Un certain nombre de ces aires marines protégées, de ces parcs marins, sont dans des zones, je pense à l'océan Indien, extrêmement éloignées, extrêmement difficiles à protéger. Et là, je crois que l'État a toute sa puissance régalienne à exercer pour faire en sorte que ces zones soient réellement surveillées, réellement protégées, et qu'on empêche un certain nombre de pratiques qui pourraient mettre à mal le principe même de ces parcs. Je pense qu'aujourd'hui, à travers la technologie, il y a peut-être aussi des outils à mettre en œuvre sur les surveillances satellites, sur la surveillance des navires de pêche automatiquement, qui peuvent être aussi d'ailleurs des éléments de développement, d'industrie, et je sais qu'il y a des industriels autour de cette table, pour mettre en œuvre réellement des politiques de contrôle de ces différents parcs dont on souhaite qu'ils aient une longue vie. Un autre petit point que j'aurais souhaité aborder, c'est peut-être un peu plus généralement sur les questions d'aménagement du littoral. On sait tous que le gros problème du littoral, c'est qu'il attire beaucoup. C'est bien, il attire éventuellement trop, ou en tout cas, il faut veiller à ce qu'il n'attire pas de manière anarchique. Préserver le littoral, on a un outil magnifique, bien sûr, qui est la loi littorale, qu'il faut conserver telle qu'elle est. Il y a des outils qui se mettent en place, qui sont les SCOT avec des ouvertures littorales, qui sont peut-être les PLU intercommunaux, qui, à mon sens, devraient pouvoir être opposables de manière à avoir toute leur force et toute leur puissance. Je crois qu'il y a aussi un appui à donner. Ce sont des questions très complexes. On essaye d'empêcher un certain étalement périurbain. On a des zones qui ne sont pas urbanisées, qu'il faut garder telles quelles, dans lesquelles des pratiques, par exemple, d'agriculture responsable peuvent se déployer, donc avec des vraies pratiques économiques. Maintenant, ce qui est important, c'est que les zones urbaines ne soient pas responsables d'une sorte de mitage du territoire et qu'on puisse avoir une vision qui soit plutôt de reconstruire la ville sur la ville et de densifier les villes et de définir des coefficients, je dirais, d'urbanisation, d'utilisation humaine, plutôt que de favoriser des étalements qui, petit à petit, malgré tout, grignotent l'ensemble de notre littoral. Donc je crois que c'est des questions complexes. Certainement, les collectivités locales ont besoin d'appui et de soutien pour ces questions.
pour les envisager, pour les voir à long terme. Il y a un troisième point, si vous le permettez, que je voudrais un tout petit peu développer, c'est peut-être parce que je vis en Charente-Maritime et que la Charente-Maritime a été particulièrement touchée par ces choses-là, c'est la question, bien sûr, de l'élévation du niveau de la mer liée au réchauffement climatique. À la suite de ces événements, et même avant, des plans de prévention des risques ont été mis en place et sont mis en place. Et je crois qu'il est temps également d'avoir une véritable réflexion, comme le font par exemple nos amis allemands ou néerlandais, sur finalement qu'est-ce que pourrait être une certaine forme de plan de repli. On a tous en tête qu'en 2100, le niveau de la mer, quoi qu'on fasse aujourd'hui, aura au minimum 1 mètre de plus. Ça veut dire évidemment pour beaucoup de populations littorales, pour beaucoup d'installations industrielles, des vraies menaces et des vrais dangers. Donc, en dehors du fait de protéger à un moment donné un existant, je crois qu'il faut vraiment, sur le long terme, parce que ces évolutions vont prendre beaucoup de temps, sur le long terme, se poser la question de comment on peut, en quelque sorte, à certains endroits, laisser la mer reprendre ses droits. Je pense à la dépolderisation. Jérôme Bignon connaît bien ça dans sa région, mais il y a sûrement d'autres endroits où il faut y réfléchir. Donc, comment on peut protéger, mais comment on peut aussi peut-être faire se replier un certain nombre d'industries, un certain nombre de populations, de manière à ce que, sur le long terme, on ait vraiment un développement qui soit soutenable. Je crois que ça, c'est aussi un point clé, je pense, pour envisager l'avenir du littoral. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle Tissier. Bon, beaucoup de questions, je vais essayer d'être synthétique. D'abord sur nos territoires ultramarins. J'attache beaucoup de prix à la recherche satellitaire parce que, c'est pas Olivier de Kersauzon qui me contredira, la Polynésie française, c'est un territoire grand comme l'Europe. 40%. C'est 40% des espaces maritimes. Vous comprenez, hein, c'est ça. Entre Papeete et les îles Marquises, c'est entre 3 et 5 heures d'avion selon l'avion que l'on prend. C'est ça, la Polynésie française. Et là-dessus, vous avez 250 000 habitants. Hein, voilà l'enjeu. Donc vous comprenez que si on doit préserver par les seuls moyens de la Marine nationale, qui fait un travail remarquable, vous imaginez ce que c'est pour surveiller un territoire grand comme l'Europe, avec 250 000 personnes dessus. C'est une responsabilité, Isabelle Tissier. Mais on va mettre de l'argent sur la recherche, parce que, évidemment, de là-haut, c'est plus simple de voir et d'intervenir. C'est une première remarque. Deuxième remarque, j'essaie d'être avec vous le plus franc possible. Je ne reviens pas sur l'objectif de protection, mais disons les choses comme elles sont, les règles d'urbanisme sont devenues incompréhensibles et illisibles. Voilà, on est arrivé à un point où vraiment il faut qu'on se concentre sur des objectifs, Isabelle, de protection, mais l'empilement des règles, chaque année de plus en plus, qui ne se préoccupent pas de la logique de ce qu'il y avait avant. Je ne parle pas de la loi littorale ou de la loi montagne spécialement. Hein, moi, je comprends qu'on protège je demande même qu'on protège des lieux sensibles et le littoral en est un. Mais dans ce cas-là, qu'on ne multiplie pas les contraintes sur la densification au cœur de ville. Je comprends qu'on dénonce le mitage, je ne suis pas loin de partager votre avis, mais alors dans ce cas-là, qu'on laisse les élus en cœur de ville construire davantage ces passerelles, parce qu'on ne peut pas protéger, on ne peut pas interdire toute construction sur des lieux sensibles que sont certains endroits de la montagne, le littoral, etc., et en même temps rendre impossible pour tout élu une initiative de construction dans sa ville. Hein. Donc, j'ai demandé, c'est notamment le travail de la mission Warsmann, qu'on repense le droit d'urbanisme, non pas pour que, Nathalie le sait bien, pour qu'il y ait moins de protection, mais pour qu'il y ait une meilleure protection. Parce qu'aujourd'hui, on interdit tout. Et finalement, il vaut mieux construire laid et légal que beau, en prenant quelques tangentes. Donc vraiment, là-dessus, c'est un des grands débats de notre pays dans les mois à venir. Nul n'est censé ignorer la loi. S'agissant de l'urbanisme, c'est un travail, hein. Il y a des progrès. Les terres aux côtés des villes, c'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupés avec Bruno Le Maire. Nous venons de créer
c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, une taxation lorsqu'une terre agricole est transformée en terre à construire. C'est pas rien. Parce que, naturellement, le propriétaire d'une terre agricole, on lui propose d'acheter la terre pour construire. Vous voyez bien les enjeux. Et l'argent de cette taxation va aux agriculteurs. Quatrième remarque, le mot densification ne me fait pas peur, Isabelle. Si on veut protéger des lieux, il faudra accepter de densifier. D'ailleurs, le débat est à son comble de caricature. Dans certaines villes, vous voyez des tours ou pas des tours. Oui, si elles sont belles. Enfin, quand vous allez à Manhattan, vous ne dites pas c'est trop construit. Vous dites c'est magnifique. Et quand vous allez sur l'île Saint-Louis, Paris, où les rues font 2 mètres de largeur, vous ne dites pas oh mon Dieu, ce que c'est trop construit ici. Hein? Et par ailleurs, je connais quantité de zones périphériques aux villes où on a fait de l'habitat pavillonnaire. Je ne suis pas persuadé que ça soit l'alpha et l'oméga de la beauté d'un paysage de pays. Donc arrêtons avec ça. On diabolise la densification, on déifie le pavillonnaire. Mais non, adaptons-nous, ayons quelques... Au fond, remettons le beau dans la discussion. Ce n'est pas parce que le beau est subjectif qu'on n'a pas le droit d'en parler. Le beau, bien sûr que c'est subjectif, mais on a le droit d'en parler quand même. On ne peut pas parler dans la vie politique que de ce qui est laid, bas... Enfin, bon. Je m'arrête. Enfin, deux dernières choses. Le plan... là, je voudrais m'adresser aux élus qui sont dans la salle. Je vais leur parler très franchement. Isabelle a raison de parler de la Charente-Maritime. J'ai été, moi, pour Cynthia. Extraordinaire. J'ai vu une maison... Non, mais c'est à peine croyable. Vous savez, en Charente-Maritime, ce sont des maisons à rez-de-chaussée. Hein, il n'y a pas d'étage. Une maison qui était située exactement à 1,3 km du littoral. 1,3 km. Un couple habitait dedans. Depuis bien longtemps, la maison appartenait à leurs parents. Ils ont été 1,3 km. Ils ont été sortis en pleine nuit par la vague. Ils se sont retrouvés à 300 mètres derrière dans le jardin. À 1,3 km. Là où l'eau est passée, l'eau repassera. La nature est plus forte que nous. Et je comprends parfaitement l'attitude d'un maire qui dit « mais j'ai une pression, il faut des enfants dans les écoles, je veux développer ma ville ou mon village ». Oui, mais quand il y a un drame de cette nature, qui se retrouve devant le tribunal correctionnel? Celui qui a donné le permis de construire. Donc, là aussi, je veux que les choses soient claires entre nous. Les plans de prévention des risques, Nathalie fait adopter ceux qui n'étaient pas adoptés, et les préfets ont des consignes très strictes. L'État doit protéger les élus de la pression d'un certain nombre de ceux qui demandent, parce que les mêmes qui ont demandé le permis de construire, le jour où ils sont inondés, ce n'est pas les derniers à venir se plaindre. Non, je sais qu'ici, ça n'existe pas. Je parle d'autres régions. Oui, mais les falaises empêchent la mer, mais pas la pression. Hein, voilà. Non, mais j'ai vu le drame de braves gens qui sont des élus extrêmement dévoués. Bon, hein, et les digues, l'eau les a contournées, et au lieu de protéger, elle a retenu la digue, mais dans le mauvais sens. Donc, moi, je suis prêt à discuter avec les élus de beaucoup de choses, mais chaque fois que la vie des gens est en cause, pas de dérogation. Hein, je dis au préfet, la fermeté en la matière, c'est la seule position. Enfin, sur les objectifs du GIEC, on le sait, on va prendre 2 degrés. La mer, au minimum, mais la mer va monter. Bon, comment on fait face à ça? Là, ce n'est pas une prévision, c'est une certitude. Nous avons établi un plan extrêmement fort de développement des énergies renouvelables, puisque entre maintenant et 2020, nous allons passer de 11% en 2007 de part d'énergie renouvelable dans notre paquet énergétique à 23%. Et nous sommes au rendez-vous, nous suivons. On a multiplié par 18 l'éolien, par 5
le photovoltaïque. Nous venons de décider avec Nathalie un plan de 12 milliards d'euros de développement d'éolien en mer. On ne peut pas aller plus vite. Hein. Notre réponse, c'est le développement des énergies renouvelables. C'est aussi les économies d'énergie, parce que la première source d'énergie, c'est l'économie d'énergie. Je pense notamment à l'eau. Hein, parce que notamment pour l'agriculture, il y aurait beaucoup à dire, les retenues collinaires, etc. Bon. Donc nous mettons le paquet, si vous me permettez cette expression, sur les énergies renouvelables. Mais je veux le dire en Bretagne, je connais l'histoire. Hein. 80% de notre électricité en France est d'origine nucléaire. Le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. De ce point de vue, c'est une énergie propre. Et il n'y a pas une personne sérieuse qui peut dire qu'on peut remplacer le nucléaire par l'énergie renouvelable. Il faut les deux. Il faut les deux. Ou alors il faut dire aux Français, il y a 45 milliards qui manquent, on va augmenter vos factures à n'en plus finir. Je sais ce qui se passe en Allemagne, je ne sais pas à moi d'en juger, mais je suis aussi comptable de la compétitivité des industries françaises, du pouvoir d'achat des Français face au prix de l'énergie, et de l'histoire de notre pays, où des présidents de gauche comme de droite ont constamment confirmé ce choix. Et je vous dis une chose, Isabelle, si je n'avais pas confirmé notre engagement nucléaire, nous ne pourrions pas être au rendez-vous climatique de la réduction des émissions dans l'atmosphère. Nous ne pourrions pas. Moi, j'ai signé à Copenhague, au nom de la France, et ça compte pour moi. Voilà. Hein? Et il y a bien de ceux qui veulent les engagements, mais qui ne veulent pas les moyens qui vont avec. Même si, naturellement, dans le cadre du grand emprunt, Nathalie Kosciusko d'ailleurs nous l'a demandé, on va mettre de l'argent pour renforcer la sûreté nucléaire. Hein. Je l'ai dit parce que c'est pas... Je me souviens bien de l'histoire bretonne en la matière, mais je veux le dire parce que je crois que ma façon de vous respecter, c'est d'essayer de dire la vérité, en tout cas celle que je crois être la vérité, elle n'est pas absolue, celle que je crois être la vérité. Hein. On ne va pas vous mettre des éoliennes partout, et quand bien même on en mettrait partout, que ça ne suffirait pas. Hein. On parlera sans doute du TGV, d'un certain nombre de choses comme ça. S'il n'y a pas d'électricité, il marche comment? Ce n'est pas le conducteur qui pédale. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour les gens qui pédalent. Moi-même, bon. Mais vous comprenez, il y a un moment, le désenclavement de la Bretagne, qui est quand même quelque chose qui compte ici, qui veut dire quelque chose, il se fait avec quoi? Hein? C'est pas... il faut de l'électricité, il faut de l'énergie. Or, nous n'avons pas d'énergie fossile en France. Donc, on ne peut pas dire non au schiste, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, non au nucléaire alors qu'on a une avance considérable et que c'est une énergie propre. On dit oui au développement des énergies renouvelables et à l'économie de l'énergie, mais il y a un moment donné, il faut... je ne vais pas proposer aux Français qu'il n'y ait plus de lumière, qu'il n'y ait plus de chauffage. Au nom de quoi? D'un retour moyenâgeux. Bon. Et je voudrais d'ailleurs vous dire ma stupéfaction devant ce que je pense être le manque de sang-froid. Dès qu'un événement se produit, c'est le déchaînement. On en parle matin, midi et soir. Tout d'un coup, il sort on ne sait pas pourquoi il sort d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi il est entré non plus, mais on ne sait pas pourquoi il sort. Et il faudrait réagir non plus sur la raison, mais uniquement sur l'émotion. À Fukushima, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un tsunami. À Tchernobyl, c'est un accident nucléaire. À Fukushima, c'est un tsunami. Hein? Bon. Alors, moi, j'entends bien qu'en Bavière, il y a un risque de tsunami, mais il est nouveau quand même. Voilà. Ce n'était pas tout à fait dans votre question, mais c'était vraiment dans ma réponse. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier au nom du Conservatoire et de
de l'Agence des aires marines protégées, sur les encouragements que vous nous avez prodigués, à continuer dans la voie que nous suivons, et puis surtout les moyens que vous nous avez donnés. C'est vrai que la pérennisation du droit de francisation est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas mener de politique foncière sérieuse et de long terme sans avoir les moyens d'engagement de crédit. Et si les engagements que nous avons pris sont très forts et ils doivent être réalisés dans un temps court, il faut qu'on ait effectivement cet argent. C'est quelque chose auquel le Conservatoire est évidemment très sensible. La verdisation du droit de francisation est évidemment dans l'esprit du Grenelle et devrait pouvoir donner des ressources permettant d'accueillir progressivement les 60 phares dont vous avez parlé, parce que je tiens à le dire quand même, c'est ma responsabilité de président du conseil d'administration. Le Conservatoire n'a pas vocation à être constructeur ni entreteneur de phares. C'est un accessoire dans notre paysage. Ça n'est pas l'essentiel de notre métier. Il faut évidemment, à moyen constant, que l'État comprenne que nous, on ne peut pas faire plus qu'on a, compte tenu du fait que tous les ans, on fait un peu plus. On a une difficulté dans ces... Mais j'ai répondu à la question en donnant des moyens supplémentaires. Oui. C'est pas parce que je l'ai fait avant que tu dois revenir après. Je suis un peu notaire, monsieur le Président. D'accord. Merci. Non, je voulais dire merci. Mais présenter comme ça, c'est plus fort. Alors, je vais donc passer à la deuxième séquence, celle qui est entre les mains d'Yvon Bonneau et de Jacques Jaouen, que j'ai présenté tout à l'heure. Quelque part, Isabelle a commencé d'introduire, au fond, les problématiques liées à la protection de la nature sur le littoral, mais cette problématique est très multiple et finalement, suivant le champ d'intérêt que l'un ou l'autre peut rencontrer, eh bien, il peut développer ces problématiques. Alors peut-être, Yvon, puisque c'est toi qui as le micro, en tant que président de l'Association nationale des élus du littoral, tu peux être le porte-parole de nos collègues pour nous expliquer les soucis qui sont les tiens sur la protection. Bien, Monsieur le Président de la République, c'est vrai qu'après la valorisation du littoral, il me revient d'évoquer ce point délicat, comment concilier protection et développement économique. Alors, avec au moins en préservant les activités existantes. Je crois que c'est un des points importants, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, la culture, la transformation des algues aussi, qui est une industrie qui se développe, la recherche, aujourd'hui l'ostréiculture et bien entendu le tourisme littoral qui est un des atouts et on s'en aperçoit encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le littoral, c'est cette délicate rencontre, comme vous le disiez Isabelle, de la terre et de la mer. Et il y a toute une bande, des incidences sur une bande côtière, une bande à terre, mais aussi une bande en mer, et donc sur des incidences sur la biodiversité, des incidences aussi sur la pollution venant de la terre, mais aussi pollution accidentelle, sans doute, souvent d'ailleurs venant de la mer, et les activités ne peuvent se développer sans que nous luttions contre toutes ces pollutions. Et à cet égard, nous avons engagé au sein de l'Association nationale des élus du littoral depuis plusieurs années des démarches pour atteindre le bon état écologique, en engageant d'ailleurs une démarche de certification de la qualité des eaux de baignade. Mais quand je parle des eaux de baignade, je parle en général de l'eau de mer, parce que toutes les activités liées au littoral sont aussi sujettes à discussion si on n'a pas une qualité d'eau de mer, parce que c'est la pêche, c'est l'aquaculture. Alors, je crois que nous avons une action permanente pour être aux normes européennes, et cette démarche de certification de la qualité de l'eau de baignade nous met déjà aux normes européennes de 2015, qui seront, je le dis, exigées en 2015. Et l'autre point, c'est un point important des régions maritimes, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président de la République, c'est la loi littorale aussi. La loi littorale, cette loi qui, aux yeux de certains, est imparfaite, perfectible dans ses interprétations, a montré aussi son efficacité. Et je dois dire qu'à cet égard, les élus de l'Association nationale du littoral ne veulent pas du tout de remise en cause et souhaitent que cette loi soit préservée. Et j'irai même tout à l'heure un petit peu plus loin,
nous sommes également attachés au Conservatoire du littoral, je dois dire. Mais quelquefois, quelques aménagements, quelques applications, dans son application, méritent peut-être d'être évoqués. Je pense tout simplement à l'obligation de certains équipements publics dans les agglomérations. On sait très bien que le jour où on installe une station d'épuration dans une agglomération, on a une pétition à côté des levées de boucliers des riverains, au même titre que si on installe, je ne sais pas, un terrain obligatoire souvent pour les gens du voyage, dans une agglomération, ça peut aussi présenter quelques difficultés, au même titre que toutes ces notions de hameaux et les hangars que doivent construire les agriculteurs. Alors, moi, j'irais même plus loin quand même dans cette démarche, je serais plus exigeant. Moi, je considère qu'il serait nécessaire d'assortir l'autorisation de construire et d'aménager tout ce qui est sur le littoral à une étude paysagère, vue de la mer. Parce qu'une commune qui est sur le littoral est bien sûr a les obligations d'un loi littorale. Une commune qui est à 10 mètres du littoral n'a aucune obligation. Or, cette commune, eh bien, on la voit aussi de la mer, et je pense que là, il y a un point, d'ailleurs, c'est une des questions que je voulais vous poser. Serait-il possible de mener une réflexion dans le cadre du Conseil national des littoraux et de la mer concernant toutes ces communes vues de la mer et non soumises à la loi littorale? Je m'explique que ces communes qui sont vues de la mer n'ont aucune contrainte. Or, je crois qu'on arrive à défigurer aussi les paysages par des constructions anarchiques, par des paysages qui ne sont pas respectés. Et alors, parler du littoral, c'est aussi parler de tout ce qui est catastrophe naturelle. Et je crois que les textes qui viennent d'être votés, les textes qui ont été discutés, vont dans le bon sens, dans un meilleur équilibre entre l'intérêt économique et la préservation de l'environnement. Je crois que ça, c'est un des points. Tout ce qui est submersion marine mérite, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président de la République, et l'érosion côtière. Nous aurons également, dans la politique touristique du littoral, évoqué le foncier littoral, qui est un des points importants. Moi, je considère que tous ceux qui travaillent sur le littoral, et c'est aussi l'avis de mes collègues des élus du littoral, doivent pouvoir aussi habiter sur le littoral. Il faut trouver des mesures de politique foncière pour qu'ils ne soient pas à 15-20 km, et on sait très bien que quelqu'un qui va habiter à 20-30 km quitte une profession et qui est lié directement soit à l'hôtellerie, soit au tourisme ou à la pêche. Voilà donc ce que je voulais vous dire, et des mesures à prendre aussi pour le maintien de notre petite hôtellerie, une hôtellerie littorale qui est la richesse de notre pays, l'hôtellerie familiale, et des mesures peuvent être prises. Moi, je sais que j'en ai pris dans ma commune où j'ai classé des hôtels en réserve hôtelière, ce qui fait qu'aujourd'hui on garde une capacité hôtelière, et je pense que ces mesures ne sont pas compliquées à prendre et peuvent être prises par tous les élus dans le cadre des SCOT et dans le cadre des plans locaux d'urbanisme. Voilà, ici le littoral, pour terminer, est le grand oublié des débats nationaux du territoire. Je dois dire, a été souvent le grand oublié. Aujourd'hui, le Grenelle de la mer, le Conseil national des littoraux et de la mer, le CIMER, toutes ces mises en place vont dans le bon sens. C'est le sens où les partenaires pourront aussi se rencontrer et envisager ensemble un avenir pour la mer et le littoral. Merci. Peut-être on va demander à M. Jaouen de compléter dans cette séquence. Oui, Monsieur le Président, je vais tout d'abord commencer parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous travaillons depuis plusieurs années sur ce territoire breton avec les marins-pêcheurs, les conchyliculteurs. Et nous allons d'ailleurs aux différents salons en même temps, et on a établi un concept qui s'appelle Terre et Mer de Bretagne. Pour vous montrer, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est important, il faut que les acteurs se parlent, travaillent en même temps. D'ailleurs, André Lebert, qui est juste derrière moi, parce que m'a demandé de vous remettre un courrier, je vais le faire, parce que je ne peux pas tout dire, je ne suis pas un spécialiste de la mer, mais on échange beaucoup, et je crois que c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'insiste là-dessus, il faut que l'on travaille en même temps, que l'on regarde en même temps comment on peut garder une économie sur ce territoire. Alors, l'agriculture, c'est un tiers de l'économie bretonne, donc c'est une grosse entreprise, et Bruno Le Maire le sait très bien, et donc ramener dans le Finistère, 36% de nos exploitations sont sur le littoral ou concernées par le littoral. Donc c'est quand même 2500 exploitations qui sont directement liées, et notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Bonneau, à la loi littorale. Et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, et
il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez déjà répondu, mais vous avez parlé de l'empilement. Et là, il y a une vraie question qui se pose à nous, qui se pose aux marins-pêcheurs, qui se pose à toute personne qui travaille sur le littoral ou a une activité économique sur le littoral. Il y a une multitude d'instances où on donne un avis, on traite les dossiers, et donc on manque de lisibilité. Et je prendrai 2 exemples. Lorsque vous êtes sur le littoral ou proche du littoral, lorsque vous voulez investir dans votre exploitation, et je parle de l'agriculture, mais c'est valable pour les autres secteurs, vous êtes obligé de rester en continuité du bâti existant. Et par moment, et pour l'activité économique, il vaut mieux qu'elle s'écarte un peu du hameau pour permettre son développement. On a eu l'occasion d'échanger déjà plusieurs fois là-dessus. Et à l'heure actuelle, ma crainte et la crainte des agriculteurs, et notamment, je le constate, et on a des exemples sur des communes où l'agriculture se retire du littoral. Et j'ai une commune dans le département du Finistère, parce que je suis finistérien, je suis producteur de lait là-bas à côté de Brest, donc c'est pas très loin, c'est juste de l'autre côté de la presqu'île. Et Moëlan-sur-Mer vient de solliciter l'établissement public foncier pour réhabiliter 200 hectares qui sont en friche, en bordure de côte. Et je crois que ça, c'est le danger qui nous guette, donc il faut éviter ça à tout prix. Et j'avais... Alors malheureusement, cet empilement, stigmatisation aussi des agriculteurs, je crois qu'il faut se dire les choses. Je crois que moi je suis interpellé régulièrement et je tenais à vous poser la question parce que j'ai des paysans, des hommes et des femmes qui travaillent sur ce territoire, qui m'apposent régulièrement, mais veut-on encore de nous? Et je la trouve extrêmement grave cette question. Vous étiez dans le G20 tout dernièrement, on parlait de l'alimentation, et quand je vois sur mon territoire des agriculteurs, parce qu'ils sont stigmatisés, critiqués, vous ne faites pas bien telle chose, je crois que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera. C'est plutôt en disant aux acteurs de ces secteurs-là, vous devez travailler en même temps, nous avons des solutions. Et si vous l'avez dit au tout début, si le territoire breton, finistérien, et notamment le littoral est si magnifique, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui l'entretiennent. Et les paysans entretiennent le paysage, et c'est grâce à eux si on a un aussi beau paysage. Donc je tenais à le dire, et je répète quand même ma question, parce que je l'ai dit un petit peu d'une manière solennelle, parce que je suis interpellé régulièrement, mais veut-on encore de nous? Et ça, c'est grave. Voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Merci. Bon, Monsieur Bonneau, cher ami, je partage votre point de vue sur la loi littorale. Elle date de 1986. Imaginons ce qui serait passé les 25 dernières années si on n'avait pas eu la loi. Sans doute des dommages absolument irréparables. Dire cela, ça permet d'être beaucoup plus tranquille sur quelques adaptations qui pourraient avoir lieu. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une loi doit rester absolument à la virgule près dans son jus initial. On peut parfaitement imaginer une discussion calme là-dessus. Équipement public. Bon. Ensuite, vous dites les communes qui sont au-delà de 100 mètres, parce que, vous savez, c'est au-delà de la première barrière. Elles n'ont pas de règles. Bon, mais ça, on connaît bien. C'est tous les effets de seuil à la française. Alors, on embauche 49 personnes parce qu'il y a un seuil à la 50e. Bon, sans doute, il faudra qu'on apprenne à aller vers le progressif. Moins de coups près et plus de progressif. Moins de lois définitives, plus d'évaluation, plus de pragmatisme. Donc, ma réponse, elle est plutôt positive à vos propositions. Un mot peut-être parce que je sais qu'on s'est ému en Bretagne du fait que la Bretagne ne soit pas traitée comme une entité par le récent décret relatif au plan d'action pour le milieu marin. Eh bien, le gouvernement a décidé d'accepter une proposition faite par le préfet de la région Bretagne consistant à expérimenter l'utilisation de la conférence de la mer et du littoral comme instance de concertation pour la politique maritime et du littoral concernant l'entité bretonne dans son ensemble. Je voulais dire cela parce que je sais que, je remercie M. Cadeau d'ailleurs, comme toujours, c'est un préfet de région extrêmement efficace, comme Pascal, préfet de département, que je connais bien. Monsieur Jaouen, veut-on encore de vous? Alors, nous, oui.
Nous, oui. Et c'est un combat que nous menons avec Bruno Le Maire sur tous les continents. Je veux dire, c'est un engagement. L'agriculture est un secteur, je dis agriculture, élevage, pêche, enfin l'ensemble, hein, pardon, hein, je mélange les filières, mais pour moi, c'est la même chose parce que c'est à la fois identitaire et stratégique. Les deux. Identitaire et stratégique, parce que vos territoires, qu'est-ce qu'ils deviendront le jour où il n'y a plus de production? Ils mourront. Et je veux dire à tous ceux qui croient, comme moi, au tourisme, et notamment au tourisme vert, qu'il n'y a pas de tourisme qui peut se développer à l'exclusion d'une activité de production. Même le tourisme blanc, même dans la montagne, même dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, pour attirer les touristes, il faut garder une forme de production. Donc, c'est identitaire. La France est l'un des pays qui a la superficie la plus importante et nous avons besoin de nos agriculteurs. Mais il y a une deuxième raison, c'est que l'agriculture est stratégique, au même titre que le spatial, au même titre que les nanotechnologies. Je m'explique. La sécurité alimentaire, le jour où, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, consommateurs, vous devrez acheter des produits venus d'ailleurs où le mot traçabilité n'existe pas, c'est votre santé qui sera en cause. Faites confiance aux éleveurs, aux producteurs et aux agriculteurs français. Parce qu'ils ont des règles qu'on leur impose pour votre sécurité. Sécurité alimentaire, indépendance alimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est quoi? C'est 400 000 emplois. C'est le deuxième secteur d'activité de notre pays. Donc, pour des raisons de stratégie économique, M. Jaouen, et pour des raisons d'identité, nous ne vous laisserons pas tomber. Mais, là encore, moi, je prends cet engagement, et avec Bruno Le Maire, on le prouve, hein, avec le G20, avec tout ce qu'on fait. Mais regardez aussi qui vous choisissez, hein. Je veux dire que je ne porte de jugement sur personne. Je dis simplement avec qui on s'allie pour faire quelle politique. Vous parlez d'une campagne de presse qui vous a choqué. Elle m'a choqué. C'est la campagne du FNE, hein, France Nature Environnement. Je le leur ai dit d'ailleurs. Vous savez, l'hypocrisie n'est pas quelque chose de premier chez moi. Assez franc. Enfin, j'essaye. Bon. J'ai trouvé qu'au moment du salon de l'agriculture, désigner les agriculteurs comme des adversaires, et notamment les agriculteurs bretons, c'est irresponsable. C'est irresponsable. J'ajoute que opposer agriculture et environnement, ça n'a pas de sens, puisque les agriculteurs seraient les premières victimes du non-respect de règles environnementales. Mais il faut là aussi que l'Europe soit cohérente. On a divisé par 10 le nombre de pesticides qu'on autorise. Et on a bien fait pour la santé, Isabelle. Mais alors qu'on arrête d'importer en Europe des produits venant de pays qui ne respectent aucune de règles d'interdiction pesticides qu'on impose à nos agriculteurs. Je suis très à l'aise entre Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement, et Bruno Le Maire, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Agriculture, parce que nous voulons une agriculture durable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le jour où on aura vidé nos campagnes de nos agriculteurs, on aura des territoires qui vont mourir. Et on sera obligé d'acheter des produits. Donc, jamais nous n'encouragerons l'agriculture vers le dumping environnemental, mais nous demandons que si on veut importer des produits d'élevage ou d'autres dans notre pays, qu'on leur impose les mêmes règles que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Alors, il faut quand même que j'ai la franchise de parler des algues, et des algues vertes, hein, parce que j'ai tellement vu dans ma vie politique des réunions, on parlait de tout sauf des sujets qui fâchent, que
il faut qu'on se dise les choses. D'abord, sur cette affaire d'algues vertes, il serait absurde de désigner des coupables, de montrer du doigt les agriculteurs qui ont fait d'énormes progrès en la matière et qui ont été parfaitement responsables et qui ne sont pas coupables de choix économiques qui ont été faits il y a bien longtemps et dont ils payent certaines conséquences aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, bon. En tout cas, moi, je n'accepterai pas qu'on désigne l'agriculture et les agriculteurs comme coupables. C'est trop simple et surtout, ça ne résoudrait rien. Alors, nous allons, au niveau de l'État, nous en parlions avec Nathalie Kosciusko, continuer les actions de ramassage sur terre ou en mer des algues vertes, parce que c'est capital pour l'activité de tourisme, pour toutes les activités, pour tout le monde. On ne peut pas faire autrement. L'État sera présent aux côtés des collectivités. L'effort de l'État, c'est tout à fait normal qu'il soit à vos côtés, mais disons les choses comme elles sont. Là, on met une barrière sur les conséquences, mais on ne traite pas le problème. Bon. Pour le plus long terme, il faut réduire les flux d'azote de façon ambitieuse, en associant les agriculteurs à ce mouvement, et ça va prendre du temps. Parce que contrairement à ce que disent un certain nombre de gens qui en général ne connaissent pas le problème, ils pensent qu'il faut appuyer sur un bouton puis qu'on a réglé le problème. Donc nous allons privilégier les appels à projets, notamment, M. Jaouen, pour quelque chose que je crois beaucoup, qui sont les unités de méthanisation. J'y crois beaucoup, et le plus grand service que les agriculteurs bretons peuvent se rendre à eux-mêmes, à leur environnement et à la Bretagne, c'est de s'engager massivement dans la méthanisation, qui permettra de protéger l'environnement et en même temps de dégager des sources de revenus complémentaires pour les agriculteurs. Voilà. Et vous voyez la politique que nous souhaitons mener avec Bruno Le Maire, c'est vraiment... Moi, je pense qu'il faut prendre les gens... Enfin, il faut parler à leur intelligence. Et qu'avec ça, on a une chance de les amener vers le haut. Les agriculteurs sont des gens qui ont des valeurs et qui sont responsables. Si on commence à leur tomber dessus, à les montrer du doigt, à les traiter d'irresponsables, on bloque le processus. Ils ont fait beaucoup d'efforts. On va donc accompagner l'agriculture bretonne vers la méthanisation, ce qui sera notre réponse, je le dis à mon ami Christian Ménard, ce sera notre réponse sur le fait du long terme, et on va continuer à aider les collectivités territoriales sur le ramassage. Voilà, ce sont les deux. Et puis alors, bien sûr, il y a toujours les intégristes qui vont protester. Mais vous savez, des intégristes, je ne sais pas si c'est la médiatisation ou quoi, mais on n'entend qu'eux. Sur tous les sujets. Plus on est intégriste, plus c'est excessif, plus ça ne correspond à aucune réalité, plus on donne la parole. On a le choix, hein, on peut faire son marché. Et quand il y a quelqu'un qui essaye d'avoir juste un propos raisonnable, vous voyez, en disant oui, c'est vrai que ça existe, ces algues vertes, c'est un problème. Bon, il y a des solutions de long terme, il y a des solutions de court terme, on va essayer d'y aller ensemble. On a comme l'impression que le discours devient inaudible et que ça n'intéresse plus personne. Bon. Mais moi, je pense que dans notre pays, les gens raisonnables font l'immense majorité. Et que l'immense majorité, elle va être de moins en moins silencieuse. Voilà. Et qu'elle sait réfléchir et comprendre. Donc je voulais aborder, M. Jaouen, ce qui n'est pas pour moi un petit sujet des algues vertes, pour bien dire que c'est dans cet esprit que nous allons le traiter, et pas dans un autre. Voilà. Hein? C'était ma réponse sur voulons-nous toujours de vous? Oui. Mais vous aussi, posez-vous la question pour nous. Pardon, je retire. Bon, voilà. Mais bon, c'est réciproque aussi, hein, d'accord? C'était pas prévu dans la réponse, mais... On peut ouvrir la troisième séquence, Monsieur le Président. Alors, dans la troisième séquence, je l'avais dit en propos liminaire, c'est Monsieur Garec, qui est acteur économique et institutionnel comme président de la Chambre de commerce de Quimper-Cornouailles, qui va ouvrir ce moment. Et il sera suivi de Hervé Moulinier.
L'idée, c'est de regarder l'autre face de façon plus concrète encore, celle du développement, parce que, encore une fois, on l'a dit, vous l'avez confirmé, protéger, c'est pour assurer un développement et c'est pas pour sanctuariser. Et donc, les acteurs économiques qu'ils sont très acteurs de ce projet. Monsieur Garreg va nous expliquer les perspectives touristiques, notamment. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le tourisme est un acteur économique important au Finistère. Il représente plus de 14 000 emplois temps plein, surtout concentrés sur les communes du littoral. En pleine saison, cela représente 23 000 emplois, répartis dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du commerce et des services à la personne. Les professionnels ont beaucoup investi ces dernières années dans des équipements modernes, surtout dans l'hébergement plein air. Et nos vacanciers trouvent d'excellentes conditions de séjour, même dans le cas de météo un peu capricieuse, mais en Bretagne, Monsieur le Président, il n'y a pas une journée sans soleil. Les professionnels qui investissent connaissent des difficultés liées à la pression foncière, aux investissements lourds et aux normes quelquefois contraignantes. En même temps, l'acquisition et la construction de résidences secondaires ont augmenté de façon accélérée ces dernières années. Les causes sont multiples, notamment l'attrait du littoral, en particulier pour les retraités disposant d'un bon capital, et le dynamisme du marché de l'immobilier. Bien sûr, la Bretagne et le Finistère disposent de nombreux atouts. La qualité de vie, la richesse du patrimoine grâce à de nombreux sites remarquables, la diversité du paysage et l'offre variée d'activités. Nous savons que ces diversités, nous les devons à tous les professionnels qui travaillent, sans oublier le monde de la pêche et de l'agriculture. Nous pensons qu'il est indispensable de mettre en place des équipements structurants pour attirer de nouvelles clientèles. Bien sûr, il existe Océanopolis, Centre marin à Brest et autres structures, mais cela ne suffit pas. Nous devons développer par exemple des équipements golfiques, le tourisme d'affaires et l'aménagement urbain favorisant le commerce de proximité et de centre-ville. Monsieur le Président, le Finistère, c'est 1250 km de littoral, mais fragile au niveau environnemental. En effet, les activités économiques comme le tourisme, le commerce portuaire, l'industrie nautique, la plaisance ou la pêche sont confrontées à de nombreux problèmes et vous le savez bien. Mais en Bretagne, et en particulier en Finistère, vous êtes sur une terre d'entrepreneurs, d'hommes et de femmes qui veulent vivre et travailler au pays. Nous avons l'habitude de relever les défis. Cependant, pour notre avenir, il est important que nous ayons votre soutien sur le désenclavement nécessaire au développement du tourisme et de l'économie. Nous sommes une péninsule, éloignée de plus en plus des centres de décision et des principaux axes de circulation européens. Monsieur le Président, vous vous en êtes certainement rendu compte, à l'ouest, il faut venir. En 1969, le général de Gaulle, à Quimper, annonçait le plan routier breton qui a permis à la Bretagne de rentrer dans le XXe siècle. Aujourd'hui, de la même façon, il est important que nous soyons reliés au monde par le très haut débit et reliés à la capitale par la ligne grande vitesse mettant Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Monsieur le Président, pouvez-vous nous donner un calendrier pour ces grands chantiers? Vous pouvez compter sur nous et nous comptons sur vous. Alors, Monsieur Garreg, ça a le mérite d'être clair. Alors, bien sûr, la Bretagne est une péninsule. Et depuis le plan routier pour la Bretagne, beaucoup de promesses vous ont été faites. Et avec beaucoup de générosité, on nous laisse donc le choix de les honorer. Parce qu'il y en a tellement de promesses qui ont été faites que ça ne me reste plus qu'à tenir les promesses des autres. De ce côté-là, il n'y a pas besoin d'en faire moins, puisque... Bon. Alors, essayons d'être précis. D'abord, la nouvelle ligne à grande vitesse vers l'ouest. Nous venons de boucler le financement du projet dit Bretagne-Pays de Loire. La signature du contrat de partenariat avec Eiffage interviendra avant la fin du mois de juillet. Mercredi.
mercredi prochain, le ministre délégué au transport viendra, mais c'est donc avant la fin du mois de juillet, ce qui marquera le début concret de la réalisation. D'ici à la fin 2016, vous aurez 180 km d'une nouvelle section à grande vitesse entre Le Mans et Rennes qui verra le jour. Ces 3 milliards d'euros, c'est assez considérable puisque ça permettra un gain de 40 minutes sur toutes les liaisons entre la région parisienne et la Bretagne. Toutes. Paris-Brest et Paris-Quimper tomberont à 3h30 après la mise en service de la ligne nouvelle. Ça, c'est décidé, engagé, financé. Et Thierry Mariani viendra confirmer cela. J'en profite pour vous dire que pour la première fois de son histoire, la France construit en parallèle 4 lignes à grande vitesse. Ça fait 25 ans qu'on en construit une par an. Là, nous en avons 4. Celle dont je viens de parler, Bretagne-Pays de Loire, c'est quand même 40 minutes de gain sur le trajet. Nous en ferons une Tours-Bordeaux, la deuxième phase du TGV Est et les contournements de Nîmes et de Montpellier. Donc pour vous, ce sera un gain de 40 minutes. Après la réalisation de cet équipement, qui est décidé, qui est financé, moi je considère que le désenclavement de la Bretagne ne sera pas achevé, puisque l'objectif c'est que vous soyez à 3 heures. Enfin, c'est mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. On considère, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est juste, mais les spécialistes me le disent, on considère que c'est 3 heures. Alors non, on vous fait passer. Là, vous avez 3h30. Donc il va rester la dernière demi-heure. Je souhaite qu'on examine tous les moyens entre Rennes et le Finistère d'abaisser encore le temps de parcours jusqu'à ce fameux seuil de 3 heures. Pour gagner la demi-heure manquante, il est probable que de nouvelles sections à grande vitesse seront nécessaires. Je demande à Nathalie de relancer l'examen de cette question en lien avec RFF pour que le lancement du débat public dans moins de 2 ans à horizon de 2013. Donc vous avez 180 km déjà décidés qui sont réalisés d'ici 2016. Et pour la dernière demi-heure, fixons-nous comme objectif dans les 2 ans d'ouvrir l'enquête d'utilité publique. Un mot sur la RN 164. Non, mais enfin, quand même, la ligne à grande vitesse, je vous dis, c'est quand même intéressant, parce que je ne vous l'annoncerai pas, qu'est-ce que j'entendrai hein, c'est quand même pas rien. Alors, sur la RN 164, qui est vitale, là aussi, les travaux sont financés, puisque 116 millions d'euros sont inscrits dans le volet routier du contrat État-région. La RN 164 concentrera les 2/3 des crédits d'investissement. Les travaux sont prévus, figurent au SNIT, ce qui signifie que l'effort sera poursuivi et que la prochaine génération des plans poursuivra la mise en 2x2 voies des 40 km restants. Donc là aussi, on a, dès cette année, l'aménagement de la RN 164 va continuer et on ira jusqu'au bout parce qu'il y a un problème de sécurité. Ce qui m'amène à dire quelque chose, c'est que là aussi, il ne faut pas qu'on fasse preuve d'intégrisme les uns et les autres. On a relancé la construction fluviale avec le canal Seine-Nord. On fait 4 lignes à grande vitesse. Mais il y a des endroits où il n'y a que la route. Parce que là aussi, je vais essayer de me faire comprendre. On ne peut pas dire on ne fait que du train à grande vitesse, que du fluvial. Il y a quelques endroits dans notre pays où c'est la route. Alors, 3 € sur 4 engagés par l'Agence de financement des infrastructures sont dans le non-routier. Mais il en reste quand même, et je pense à la RN 164, qui est centrale. On ne peut pas l'ignorer. Ça ne veut pas dire, hein, Nathalie, qu'on remet en cause notre engagement sur les transports propres, sur le transport écologique, sur le train, sur le fluvial. Mais on ne peut pas dire dans un pays, à la superficie de la France, on ne fera plus rien sur la route. 3 € sur 4, ça va au non-routier.
Mais il faut quand même qu'on garde une marge, Jérôme, pour le routier, lorsque c'est nécessaire, et c'est nécessaire en Bretagne. Voilà. Sur ces deux sujets, j'estime que vraiment la Bretagne n'a pas à se plaindre des arbitrages qui ont été rendus. Et ça, je vous demande de le noter, ce ne sont pas des promesses, ce sont des décisions. Enfin, un mot sur le numérique. Sur les 35 milliards du grand emprunt, on va mettre 4,5 milliards sur l'équipement numérique de la France, et la moitié de ces 4,5 milliards, ce sera de l'argent pour aider les collectivités, et notamment en Bretagne, à créer les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des départements où les opérateurs privés vont se bousculer pour installer, parce que c'est rentable. On aura des départements où il y a de la place pour un opérateur privé. Et si on en met plusieurs, puis on va avoir des départements où il n'y aura aucun opérateur privé. C'est la raison pour laquelle, dans les investissements d'avenir, sur les 4,5 milliards prévus pour l'équipement numérique de la France, il y a 2 milliards qui viendront, Christian, aider les collectivités des départements ruraux où il n'y a pas un marché potentiel. Vous n'aurez pas de volontaires. Donc, on va financer à vos côtés les réseaux et les opérateurs viendront dans le cadre de l'exploitation. Ça, c'est leur travail, ce n'est pas à nous de les exploiter. Donc voilà, Monsieur le Président, sur ces trois dossiers, c'est quand même des engagements extrêmement lourds. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Hervé Moulinier, qui est le dernier intervenant, qui est président du pôle Mer Bretagne. Un mot n'a pas été prononcé finalement, et on aurait pu le faire à propos des problèmes de préservation, de protection, c'est le mot de connaissance, de science, de l'intervention de toutes les équipes scientifiques qui travaillent notamment en Bretagne. Brest est une ville où il y a un pôle scientifique extrêmement développé. Je pense que de faire le lien avec l'intervention d'Hervé Moulinier, avec nos préoccupations en matière de protection, parce que, encore une fois, il n'y a pas de protection sans bonne connaissance, mais il n'y a pas de développement sans bonne connaissance. C'est un mot qui fait bien le lien entre les deux enjeux que nous avons voulu souligner autour de cette table ronde. Merci Hervé. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un pôle de compétitivité, vous qui les avez lancés. Donc au bout de 5 ans, nous nous sommes focalisés sur la plupart des enjeux que l'on retrouve aujourd'hui dans la politique nationale, dans la stratégie nationale sur la mer et les océans. Et en particulier tout ce qui touche à la sécurité et sûreté maritime et au développement durable maritime. Alors notre pôle fiche d'identité, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, se caractérise par ce que disait Jérôme, une concentration assez intense. En fait, plus de la moitié des forces en recherche sciences et techniques de la mer sont à la pointe de la Bretagne. Et ces forces alimentent un réseau d'entreprises. Plus des 60% des 350 membres du pôle sont des PME, qui sont répartis sur toutes les villes littorales bretonnes. Et ce réseau s'étend au-delà, vers la Basse-Normandie, vers Caen et Cherbourg, et vers les Pays de la Loire, vers Nantes. L'autre caractéristique du pôle, c'est qu'il travaille de façon structurelle et originale avec son pôle jumeau en PACA, le pôle mer PACA. Et on a aussi de nombreuses alliances outre-mer et de nombreuses alliances européennes, avec d'autres clusters similaires, et aussi un déploiement à l'international. Aujourd'hui, nous avons labellisé 116 projets. Ça représente un montant d'investissement global de 367 millions d'euros, donc en 5 ans, ce qui est significatif. Un quart des projets sont aujourd'hui terminés. Alors le terrain de jeu du pôle, c'est effectivement, à partir des préoccupations qu'ont émis mes collègues, donc sur les conflits d'usage, sur comment sortir de situations conflictuelles, c'est comment mettre au service finalement de ces situations de l'innovation et développer des projets donc, qui permettent en fait de valoriser sur le plan économique les problématiques, que ce soit sur les systèmes de surveillance. On parlait des aires marines protégées, pour surveiller les aires marines protégées, c'est aussi une activité économique. Sur l'éco-navigation ou l'éco-construction de navires, c'est aussi un axe très fort de développement. Sur les énergies marines, vous l'avez évoqué. La pêche et l'aquaculture durable, mais aussi l'algoculture. Les biotechnologies marines, source d'énormément d'applications, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau des agrofournitures. Et puis, évidemment, l'environnement et l'aménagement du littoral.
Et ce faisant, le pôle répond à ce besoin de connaissances sans lesquelles, et de sciences, sans lesquelles aucune concertation et aucun débat, aucune décision durable ne peut avoir lieu. Alors nos enjeux d'aujourd'hui, hein, nos 3 priorités pour faire court, là. La première priorité, c'est d'arriver à finaliser le France Énergie Marine, qui est l'institut donc sur les énergies marines que vous aviez lancé, Monsieur le Président, et que votre Premier ministre avait confirmé à Brest. Donc aujourd'hui, nous sommes concentrés et confiants pour finaliser les éléments complémentaires qui nous ont été demandés par le jury. C'est extrêmement important. On ne peut pas échouer puisque c'est la clé de voûte du dispositif qui, par ailleurs, comprend un certain nombre de démonstrateurs qui ont été également financés par les investissements d'avenir et comprend aussi les décisions qui ont été prises en matière d'éolien offshore. Donc cet institut fera en sorte qu'il y ait un partage de la recherche des centres d'essai, des centres de ressources, pour que la filière soit réellement compétitive en France. La deuxième priorité, c'est celle du navire du futur. Là, la balle est dans notre camp, hein, puisque Madame la Ministre a mis en place le Conseil d'orientation sur la recherche et la construction navale, enfin toutes les activités navales. Donc nous travaillons avec les professionnels du groupement du GICAN donc, pour faire en sorte qu'un certain nombre de projets voient le jour, soient retenus par les investissements d'avenir également, aussi bien pour la filière que pour l'innovation. Et c'est particulièrement important en Bretagne que les 5 marines soient adressées par ce programme, puisqu'on a besoin de renouvellement de la flotte de pêche d'une part et de la flotte à passagers d'autre part. Et enfin, pour terminer les préoccupations, je dirais que je pourrais rassembler en un dernier point le soutien global à la R&D marine. Donc nous avons aussi eu pas mal de projets lauréats aux investissements d'avenir en Bretagne, hein, sur les sciences et techniques de la mer. Donc un très beau LABEX, un laboratoire d'excellence sur l'océan dans le changement, donc extrêmement important pour comprendre justement ce qui nous attend et s'y préparer. Des investissements, 2 équipex et puis des infrastructures extrêmement intéressantes sur l'observation globale de l'océan et sur les algues, sur la filière algues, donc à la station biologique de Roscoff. Donc il ne faut pas s'arrêter en si beau chemin, c'est très bien, mais nous visons notre ambition à la Pointe de la Bretagne, c'est d'être clairement sur le podium. Aujourd'hui on est au podium, on est au seuil du podium, on est dans les 4-5 premiers, et on ambitionne dans les années à venir à passer dans les 3 premiers en fait sur les sciences et techniques de la mer. Et je crois que compte tenu du territoire maritime qui est le nôtre, ça ne serait pas immérité. Alors mes questions, ou plutôt mes préoccupations pour terminer, en fait j'en ai 2. C'est la politique des pôles, donc voir prolonger la politique des pôles de compétitivité, à vous qui les avez lancés. Et la deuxième, qui est celle qu'on partage avec tous les acteurs du cluster maritime français, là, Madame la Ministre le sait bien, c'est d'implémenter cette politique et cette stratégie maritime dans la durée, puisque c'est quelque chose d'extrêmement complexe, de très interministériel, et nous souhaiterions que les comités interministériels soient nourris de toutes les expériences qui sont faites, toutes ces expérimentations, ces initiatives qui sont prises sur le terrain, viennent alimenter à fréquence très élevée en fait, les décisions qui sont prises dans ces CIMER, et que cette politique se traduise aussi par le fait que toutes les politiques de l'État, qu'elles soient dans l'éducation, l'agriculture, le transport, etc., est un volet maritime. Le but, ce n'est pas d'avoir une politique maritime à part, c'est de voir toutes les politiques de l'État sous le prisme de la mer et de l'outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais simplement saluer la moisson formidable qu'a fait la Bretagne grâce à vous et grâce à tous les porteurs de projets dans les investissements d'avenir. Vous avez à la fois des très beaux projets de recherche à travers les éoliennes flottantes, à travers l'énergie thermique des mers, c'est lancé à partir d'ici et ça se développe outre-mer, et aussi des très beaux projets en cours de réalisation. Le 11 juillet, nous mettons en ligne l'appel d'offres sur l'éolienne offshore. L'appel d'offres sur l'éolienne offshore sont 5 sites, tous sur la façade atlantique, qui viennent concrétiser en fait des travaux de plusieurs années, qui viennent donner une incarnation, une réalisation, avec derrière de l'emploi, plus de 10 000 emplois qui sont attendus à cette formidable énergie,
sans mauvais jeu de mots, que vous avez déployé dans cette direction-là. Alors vous êtes très bien placé dans l'appel à projet énergie décarbonée. Il y avait 2-3 petites choses à préciser. Il y aura une dernière revue le 18 juillet et je crois savoir que ça se présente bien. Ce sera l'occasion de faire justice à tout le travail qui a été réalisé par les différents porteurs de projets jusqu'à maintenant et peut-être aussi de le rendre plus visible parce que finalement tout le monde parle beaucoup des énergies des mers. Ça se passe beaucoup en Bretagne et c'est pas toujours aussi visible que ça pourrait l'être entre les éoliennes en mer qui vont bientôt sortir de mer et sortir des usines, on l'espère bretonnes, et les projets de nouvelles énergies marines, au-delà de l'éolien en mer, de choses encore plus innovantes, la houlomotrice, l'hydrolienne, l'éolienne flottante, l'énergie thermique qui fonctionne grâce aux différentes températures des couches de l'eau. La Bretagne va se faire toujours mieux connaître. Monsieur Molinier, merci Nathalie. Monsieur Molinier, d'abord les pôles de compétitivité, on va les continuer et on les inscrit dans la durée. Je les avais créés ministre des Finances en 2004. L'un des problèmes de notre pays, c'est la versatilité des politiques. Il n'y a pas de continuité. Bon, il faut absolument enraciner la France dans une continuité, parce qu'il faut des années pour que ça produise des résultats. Donc, non seulement on va continuer l'effort sur les pôles, mais on va renforcer les moyens. Un mot sur France Énergie Marine, en complément de ce que vient de dire Nathalie. Mesdames et messieurs, nous avons voulu réconcilier notre pays avec des mots qu'on n'employait plus. Le mot excellence. Excellence. Pour compter dans la compétition mondiale, il faut qu'on soit excellent. Cette espèce de maladie du saupoudrage, l'égalité, ce n'est pas le nivellement. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Quand il y a des équipes fantastiques qui se donnent du mal pour être à un niveau d'excellence, il faut les aider. Si on saupoudre et on donne à toutes les équipes la même chose, on pénalise, on est injuste avec ceux qui se sont donnés plus de mal. Le mot sélection, il faut choisir. On ne peut pas dire oui à tout le monde. On ne peut pas être dans l'acceptation généralisée. Il y a un besoin d'autorité. Le mot autorité doit redevenir dans le vocabulaire de notre pays. Hein? Autorité, responsabilité. Quelqu'un doit décider et rendre des comptes. On a décidé, ça ne peut pas être simplement le forum permanent. Alors on a fait des jurys internationaux pour sélectionner. Ce n'est pas simplement parce qu'on a fait la même école, ou qu'on fait partie du même réseau, ou qu'on connaît un tel. Non, il y a un jury avec international et une sélection. Vous êtes très bien placé, mais parce que vous êtes bon. Non mais... Malgré la moustache, je vois qu'il sourit quand même jusqu'à assez profondément. C'est pas fait. Bon, non mais et Monsieur Molinier, dans l'indépendance, hein, je me suis permis que 2 ou 3 remarques sur tous les projets, parce qu'on a eu des centaines de projets. Hein, j'ai demandé qu'on revoie la copie sur le cancer. J'ai demandé, j'accepte bien volontiers, c'est parce que je pense que le cancer, c'est une maladie qui brise tant de familles qu'on doit continuer à mettre de l'argent et je voudrais qu'il y ait un pôle d'excellence en la matière, voilà, parce que je pense que c'est l'intérêt général de le faire. Et il se trouve que les équipes, on a des équipes qui luttent contre le cancer de façon extraordinaire, bon, mais que les dossiers avaient été présentés, bon, peu importe, d'autres avaient gagné. Je ne peux pas accepter qu'il n'y ait pas une équipe de recherche au cancer. Voilà. Deuxième chose, j'ai demandé qu'on prenne de l'argent, d'ailleurs c'est Nathalie qui l'avait souhaité, pour la sûreté nucléaire. C'est-à-dire que c'est bien beau de travailler sur la 4e génération des réacteurs, hein, puisque plus les centrales sont modernes, plus elles sont sûres, mais qu'on mette de l'argent spécifiquement sur la sûreté. Hein. Vous savez, la sécurité, c'est tout ce qui entoure la centrale. La sûreté, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur.
Donc, dans les projets de l'avenir, la ministre aura à sa disposition des moyens simplement pour la sûreté. Et puis, troisième modification, c'est tout. Hein. Le reste, j'ai vraiment pris les dossiers comme ils sont arrivés, pour nous peut en porter témoignage. Et le troisième dossier, c'est que j'ai voulu qu'on prenne de l'argent pour les techniques pédagogiques ou les méthodes pédagogiques d'avenir. Je pense que dans les universités, tout n'est pas recherche, équipement, il y a aussi des programmes pédagogiques d'avenir. Et nous avons voulu, à l'époque avec Valérie Pécresse, aujourd'hui avec Laurent Wauquiez, investir là-dedans. Pour le reste, M. Molinier, que la compétition ait lieu, ça crée une émulation fantastique dans les pôles de compétitivité, dans les universités, dans les laboratoires, pour être les meilleurs. Mais tant mieux, l'émulation. Alors, il y aura d'autres appels à projets, parce que, tenez-vous bien, on va dépenser 20 milliards d'euros pour l'investissement, parce que le problème de la France, c'était un retard d'investissement. Il en reste encore 15, qui étaient prévus dans l'ensemble, et j'ai voulu qu'on le fasse, parce que qu'on laisse le temps aux équipes de mûrir, celles qui ont réussi, tant mieux, mais celles parfois ont échoué parce qu'elles n'avaient pas compris la règle du jeu. Il faut leur donner une nouvelle chance. Voilà. Donc, d'après ce que dit la ministre, M. Molinier, c'est un beau mois de juillet. Je voudrais enfin vous dire combien j'étais heureux d'être avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire. Vous savez, c'est pas anecdotique pour moi d'être avec deux de nos plus jeunes et brillants ministres sur des secteurs que je considère comme stratégiques. Voilà. Et je suis très heureux que vous ayez pris le temps de participer à ce moment avec nous, parce que ce dont on a parlé, je vous dis une chose, c'est l'avenir de la France et l'avenir de vos enfants. Hein. Ça ne fera pas les gros titres, mais je peux vous dire que c'est très très important. Voilà. Et je veux dire un petit salut amical au préfet que je retrouve avec plaisir, en n'oubliant pas qu'il a été mon collaborateur, et merci à Jérôme Bignon d'avoir animé cette table ronde.